L'affaire de la jeune mouniste enlevée par ses parents, Claire Château, avec nous sur ce plateau, s'explique. Crise ouverte dans la police, le directeur de la police judiciaire démissionne, Gaston Defferre, invité de ce journal. La journée de la femme, autonomie, égalité, dignité, les trois objectifs de l'action gouvernementale définie par le chef de l'État. Madame, Monsieur, bonsoir. Que ce 8 mars soit ou non à la gloire de la femme et qu'on les montre ou non à la télévision, l'actualité ce soir, c'est d'abord un visage. Celui de Claire Château, 20 ans, enlevée par ses parents il y a quelques jours à Besançon parce qu'ils voulaient la soustraire à l'emprise de la secte Moon. Claire a été retrouvée par la police, ses parents ont été inculpés. Ils étaient ici, sur ce plateau, hier soir, pour expliquer leur acte et aussi leur désespoir. Claire, vous avez retrouvé maintenant la famille de la secte Moon. Vous la préférez donc à la vôtre? Il n'est pas question de cela. J'ai fait un choix de suivre donc le mouvement Moon, et je pense qu'il peut très bien s'allier avec les relations que j'ai avec ma famille. Il n'est pas question de séparer, il n'est pas question de diviser les familles des moonistes et leurs parents. Au contraire, je pense qu'on peut très bien pouvoir avoir des relations bien plus profondes et pouvoir au contraire, nous aimer encore davantage. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé la télévision hier soir, si vous avez regardé Antenne 2, mais votre père et votre mère étaient assis à cette même place. Oui. Vous avez entendu l'appel de votre mère? Oui. Je pense que mes parents ont été le jouet de beaucoup de pression. Je vous propose de la réécouter. Oui. Madame Château, la mère de Claire, qui était donc à cette même place hier soir. C'était une jeune fille très sérieuse, trop me semblait-il même, comme beaucoup de jeunes de 20 ans maintenant. Elle était à la recherche toujours d'un idéal, semblait-il. Elle était allée au congrès eucharistique de Lourdes. Elle avait des amies très sérieuses. Elle n'aimait pas le superficiel. Je pense que c'était une petite proie toute trouvée, très facile. Vous le savez, vous risquez la cour d'assises. Vous êtes sûr de vous? Nous en avons pris tous les risques. C'est un geste d'amour. Comment peut-on abandonner sa fille? Votre réaction, Claire, ce soir? J'aimerais beaucoup revoir mes parents. Pas seulement derrière un écran, mais revoir mes parents et pouvoir leur parler en toute confiance et en toute liberté de ce que je vis profondément, de ce qui me motive. Et je voudrais vraiment pouvoir les revoir. Alors est-ce que la secte Moon vous en empêche de les revoir? Est-ce que vous êtes libre chez Moon de vos faits et gestes? Bien sûr. Je peux, mes frères et sœurs peuvent aller voir leurs parents quand ils veulent. Moi-même, je peux aller voir mes parents quand je le désire. Mais vos frères et sœurs ne font pas partie de la secte? Mes frères et sœurs du mouvement, je parle. Est-ce que vous comprenez le geste de vos parents, c'est-à-dire leur seul recours, d'après eux, pour vous revoir? Est-ce que vous comprenez qu'ils vous aient enlevé? Je comprends, oui, je comprends qu'il m'ait enlevé, mais je n'accepte pas cela. Et je comprends aussi qu'ils n'ont pas voulu ouvrir les yeux sur ce que je vis. Mais vous avez parlé avec eux pendant ces quelques jours où vous étiez ensemble? Oui, j'ai parlé avec eux, mais mes parents voulaient simplement que je dise oui à leur volonté de me déprogrammer. Et je n'ai pas voulu, je me suis ainsi opposée à la volonté de mes parents, donc ce n'était pas vraiment un dialogue. Vous savez qu'aujourd'hui, vos parents risquent la cour d'assises. Ça ne vous affole pas tout ça, vous ne regrettez rien? J'ai enlevé la plainte que j'ai portée contre mes parents. Donc mes parents ne risquent absolument rien maintenant. On a envie de vous demander pourquoi vous êtes entré chez les moonistes. Oui, j'ai très envie de le dire aussi. Je suis rentrée chez les moonistes à la suite donc d'une longue
quête et recherche spirituelle. Et je pense que vraiment dans ce mouvement, je trouve tous les éléments qui me satisfont. Je trouve vraiment comment exprimer ma foi, comment partager ma relation avec Dieu et comment témoigner de ce que je vis. Mais Moon, c'est qui pour vous? Un nouveau Messie? Le révérend Moon est un homme de Dieu. Je considère que le révérend Moon est le Messie pour notre époque, à l'heure actuelle. Et Dieu vraiment agit à travers lui. La secte Moon a des adeptes dans le monde entier. Sa puissance financière et son emprise sur ses adeptes ont provoqué quelques scandales dans plusieurs pays. En France, c'est dans un château de Normandie que la secte concentre une partie de ses fidèles. Regardez cet extrait du documentaire de Georges Arnaud et Georges Ferraro. Hier j'étais à Lille, hier soir j'étais à Lille, j'étais en train de me promener dans les rues et je suis rentré en contact avec une Allemande qui m'a invité à venir justement à un local et c'est là qu'elle m'a dit que finalement le mouvement de Moon était un mouvement qui était tourné dans un but d'unification du christianisme. Et je crois que finalement, dans notre société actuelle, qui, je crois, va vers un grand bouleversement et qui vit une crise très difficile, eh bien, je crois que seule la solution, nous pouvons la trouver que dans la croyance en un Dieu. L'enseignement catholique sur Jésus vous paraît satisfaisant? L'enseignement catholique sur Jésus m'a profondément déçu parce que finalement, il y a une sorte de mystification. Il y a une contradiction qui existe entre le fait que la religion disons l'Église essaye de s'adapter à la société, alors que ce serait plutôt l'inverse qui devrait se produire. Les parents de Claire Château, qui ont vainement imploré l'aide des pouvoirs publics, mettent en cause l'absence complète de recours légaux contre le pouvoir des sectes et veulent faire de leur cas une affaire politique. De son côté, François Loncle, député socialiste de l'Eure, a déposé une question écrite au ministre de l'Intérieur, lui demandant s'il ne paraît pas opportun d'envisager la dissolution de la secte Moon. Monsieur Defer, vous êtes en direct de Marseille. Quelle est votre réponse aux parents de Claire Château et aussi à cette question parlementaire? En ce qui concerne les parents, vous venez vous-même, dans votre question, de donner la réponse. C'est-à-dire? En parlant de la légalité. Vous avez dit légalement. Je ne sais pas, je le ferai vérifier, s'il existe un texte qui permette au ministère de l'Intérieur, par exemple, d'intervenir contre le gré d'une personne quelconque, fille ou garçon, majeur. En ce qui concerne les mineurs, il faut que les parents le demandent. Or, je n'ai pas eu connaissance, personnellement, d'une demande formulée par la famille de cette jeune fille. S'il y avait eu une demande, aurais-je eu le droit d'intervenir? C'est la question qui se pose et à laquelle je n'ai pas les éléments nécessaires pour répondre ce soir. Monsieur le ministre, le député Vivien vous a déjà posé plusieurs questions à ce propos sur l'existence des sectes et vous lui avez répondu qu'elles étaient pour la plupart illégales. Pouvez-vous vous expliquer sur ce point? C'est-à-dire qu'une association doit être déclarée en France. Quand elle ne l'est pas, elle n'a pas d'existence légale. En vérité,
voyons le problème au fond. Ce que l'on critique dans ces sectes, c'est moins leur existence, c'est l'espèce de pouvoir hypnotique qu'elles semblent exercer sur certains, enfants ou adultes, et qui les met dans un état d'esprit tel qu'ils abandonnent la famille, renoncent à ce qui est considéré comme une vie normale et préfèrent se consacrer, se dévouer complètement à ces sectes. Cela paraît anormal à des esprits qui, eux, n'ont pas subi cette influence. Alors, est-ce que l'hypnose rentre dans le cadre de la loi, n'est pas dans le cadre de la loi? Tout cela mérite d'être étudié très attentivement et je pense que si cette étude est faite et quand elle sera faite, il faudra alors que des textes interviennent car le ministère de l'Intérieur ne peut intervenir qu'en des conditions légales ou réglementaires. Le fait du jour vous concerne aussi directement, Monsieur Defferre. La police est en ébullition et cette fois au sommet. Le directeur de la police judiciaire de Paris, François Lemoyle, a demandé ce matin à être relevé de ses fonctions par solidarité avec son adjoint, le chef de la brigade criminelle, Marcel Leclerc, qui refuse d'être muté à Marseille. La crise qui couvait depuis quelques semaines entre le ministre de l'Intérieur et la haute hiérarchie policière éclate donc au grand jour. François Lemoyle et Marcel Leclerc, qui défient ouvertement l'autorité de leur ministre, sont deux grandes figures de la police française. Daniel Lecomte. De ce breton d'origine, on dit ici quai des Orfèvres que c'est un homme de terrain plus qu'un administrateur et qu'il a su toujours protéger ses collaborateurs. Un sentiment que semble corroborer la décision de François Lemoyle et la déclaration écrite communiquée cet après-midi à la presse. Rappelant que la nomination du commissaire Leclerc au poste de directeur adjoint de la police judiciaire a été proposée en septembre dernier par l'ensemble de la hiérarchie policière, François Lemoyle écrit que la manière dont la concertation a été bafouée l'a conduit à demander au ministre de l'Intérieur de le relever de ses fonctions. Une attitude solidaire donc, mais une attitude qui n'explique pas tout. Car dans sa lettre, François Lemoyle fait grief à un syndicat majoritaire d'inspecteurs de prérogatives exorbitantes. Il accuse notamment ce syndicat de régner sur la désignation au poste de responsabilité à la direction de la police judiciaire. En attendant ici, quai des Orfèvres, les événements de la journée n'ont provoqué aucune effervescence. Le commissaire Leclerc a été nommé par décret à l'inspection générale de la police nationale, une voie de garage dorée. Fait sans précédent dans les annales de la police parisienne, le syndicat parisien des commissaires convoque une assemblée générale de ses membres demain après-midi pour délibérer de l'affaire. Monsieur Defferre, pourquoi cette fronde des patrons de la PJ, dont l'un d'eux, en tout cas, Monsieur Lemoyle, est un socialiste de longue date? Je ne sais pas si M. Lemoyle est un socialiste de longue date. Ce que je peux dire, c'est qu'il ne se conduit pas en socialiste, c'est-à-dire en homme discipliné. Je nommais M. Lemoyle à la direction de la police judiciaire. Je pensais qu'en fonctionnaire conscient, il saurait que les directeurs proposent et que le ministre décide. Or, il a prétendu m'imposer, et par tous les moyens, la nomination de M. Leclerc comme directeur adjoint de la police judiciaire de la préfecture de police. Je nommais il y a quelque temps M. Aimé Blanc, autre policier important, à Lille, alors qu'il était à Paris depuis longtemps. M. Aimé Blanc n'a pas été enchanté, mais depuis, il a fait des déclarations très nettes pour se féliciter et me remercier de l'avoir nommé à Lille. J'ai demandé à M. Leclerc, et c'était un honneur dans mon esprit et un hommage, de venir à Marseille pour y diriger les services de la police judiciaire de la préfecture de police et être nommé en même temps contrôleur général. Dans une première conversation, il m'a expliqué que son honneur avait été mis en cause par des déclarations faites par des tiers. Je lui ai répondu que je le lavais de toute accusation, le nommant dans ma ville, la ville dont je suis le maire. Dans une deuxième conversation, il m'a dit que c'était sa femme qui s'y opposait. J'ai vu sa femme, une femme intelligente, avec beaucoup de caractère, et la réponse devait m'être donnée aujourd'hui. Entre-temps, à RTL, dimanche, j'ai fait des déclarations très flatteuses pour M. Leclerc. Il m'en a d'ailleurs remercié ce matin par l'intermédiaire de mon directeur de cabinet, M. Grimaud. Et puis, finalement, la vérité a éclaté. C'était M. Lemoyle que j'avais vu et qui ne m'avait pas donné sa démission précédemment. Pas plus qu'il n'avait donné à M. Grimaud, bien qu'il l'ait dit à Mme Leclerc. C'est M. Lemoyle qui a déclaré qu'il n'était pas possible pour lui d'accepter que quelqu'un d'autre que lui
choisissent les sous-directeurs. Eh bien, il faudra que les directeurs, les sous-directeurs et les autres apprennent à obéir. Merci, Monsieur Defer. Une autre affaire agite les milieux judiciaires, l'enquête du juge d'instruction sur l'assassinat de Marcel Franceschi, une figure du milieu marseillais et parisien, a entraîné des perquisitions chez deux avocats et non des moindres, Paul Lombard et Roland Dumas. Un enregistrement des conversations téléphoniques entre Maître Lombard et Franceschi révèle que celui-ci était prêt à monnayer l'entremise de Roland Dumas auprès du pouvoir pour obtenir la réouverture d'un cercle de jeu. Claude Sérillon. Cercle de jeu qui avait été fermé l'été dernier par Gaston Defer. Marcel Franceschi, il faut bien situer, conseiller général RPR en Corse, donc un peu mouillé dans la politique, et puis également grand patron, souvent soupçonné dans certaines affaires délicates de truands. Alors les conversations qu'on a trouvées dans cet enregistrement, c'est assez étonnant. Franceschi n'arrive pas à avoir Maître Dumas, c'est vrai, il n'obtient que sa secrétaire. Mais il arrive à avoir Paul Lombard plusieurs fois. Or Paul Lombard, à cette époque-là, c'était au moment de l'affaire du procès des meurtriers du Prince de Breuil. Et Paul Lombard prend au téléphone effectivement Marcel Franceschi. Et Franceschi lui demande de voir son ami Roland, comme il est dit dans la conversation téléphonique, auprès de son ami Roland, s'il ne pourrait pas intervenir donc pour cette fameuse réouverture d'un cercle de jeu. Réponse de Paul Lombard. Il est d'accord, c'est vraisemblablement son ami Roland Dumas, il est d'accord naturellement pour s'en occuper, il réclame 50 000 balles, excusez-moi de l'expression, de provision, je fais tout à fait confiance à mon interlocuteur, nous nous entendrons, il n'y a aucun problème. Et plusieurs fois, Marcel Franceschi et Paul Lombard vont converser sur ce sujet, et toujours afin que ce dernier dise bien à Roland, à son ami Roland, de négocier avec l'intéressé qui seul peut lui permettre de rouvrir le cercle de jeu. On ne prononce jamais le nom de Gaston Defer, on fait juste un petit jeu de mots sur le mot bras de fer. Alors cela effectivement ressemble à un scandale, mais je dois dire que tout ce monde qui vit entre barreau et politique, un peu bon chic, un peu bon genre, un peu gauche, proteste. Je ne suis jamais intervenu, dit Maître Dumas, c'est mal me connaître que d'imaginer que j'aurais pu un seul instant me prêter à ce genre d'intervention auprès de mes amis politiques, et pis encore de les monnayer. Ce sont des allégations inconsidérées et inadmissibles, renchérit Maître Paul Lombard. Alors les esprits acides ajouteront peut-être que c'est d'autant plus inadmissible que ce n'est pas l'habituel hebdomadaire satirique qui révèle ces conversations, mais un quotidien du soir, Le Monde, plutôt habituellement considéré comme de sensibilité voisine de celle de Maître Lombard et Paul Dumas. Le Monde qui donc de bonnes sources a obtenu les transcriptions de ces conversations téléphoniques. Place aux femmes maintenant. En Union soviétique, dans plusieurs pays européens et pour la première fois en France, ce lundi 8 mars a été officiellement dédié aux femmes. Une journée célébrée d'abord à l'Élysée où le chef de l'État avait convié 450 femmes. Il leur a annoncé les mesures qui doivent désormais présider à l'action gouvernementale. Isabelle Beuchler. C'est à ces 450 ouvrières, employées, syndicalistes ou mères de famille que François Mitterrand a exposé les grandes lignes de son action. Parmi les options concrètes de son gouvernement, il a mis l'accent sur l'égalité d'accès à tous les emplois de la fonction publique, mais aussi du secteur privé. Un projet de loi est en route. Pour les femmes d'agriculteurs, le gouvernement étudie un statut de co-exploitante. De même pour les femmes d'artisans. Pour lutter contre les discriminations sexuelles, une loi antisexiste est à l'étude. Autre changement concret à venir, la notion de chef de famille sera abolie vis-à-vis du fisc. Les taux de reversion des pensions seront augmentés. Le gouvernement doit aussi mettre en place un fonds de garantie des pensions alimentaires et réviser le code civil pour une totale égalité dans le mariage. Enfin, malgré certaines réticences, François Mitterrand envisage d'imposer un quota minimum de femmes pour les candidatures aux élections. Les objectifs sont simples à définir. Ils répondent aux exigences que manifestent les femmes d'aujourd'hui. Autonomie, égalité et dignité. Pourquoi ces exigences? Parce que la réalité sociale les contredit. Parce que, quels que soient les progrès réalisés, la situation de la femme dans notre société reste marquée par la dépendance, l'inégalité et le non-respect du droit de la personne. Il est inutile que je reprenne maintenant des chiffres bien connus de celles et de ceux qui m'écoutent. Ils montrent que les femmes sont majoritaires parmi les smicards, les chômeurs, les allocataires du minimum vieillesse, les personnes auxiliaires, temporaires, vacataires, tandis qu'elles sont minoritaires parmi les bénéficiaires de la formation et de la promotion professionnelle, alors qu'elles sont majoritaires dans la nation. De son côté, le Premier ministre Pierre Mauroy a inauguré les nouveaux locaux plus grands du ministère des Droits de la Femme, dont le budget, je vous le rappelle, ne représente que 0,025% du budget national.
Beaucoup de femmes étaient dans la rue aujourd'hui pour crier leur cause. Manifestations syndicales organisées par la CGT, manifestations proprement féministes et plus anti-macho organisées par le MLF. Serge Raffi. Le 8 mars deviendra-t-il le 14 juillet des femmes? C'est ce que le MLF a revendiqué cet après-midi à Paris, entre la place de la République et la place de la Bastille. 10 000 femmes environ. Quelques slogans joyeux et des demandes précises au gouvernement, comme les crèches gratuites ou la création d'un droit des femmes. De nombreuses délégations étrangères, Mexique, Espagne, sont venues gonfler le cortège. Autre revendication, la reconnaissance du travail domestique des femmes. Il représente en effet aujourd'hui 48 milliards d'heures de travail par an, 7 milliards de plus que le travail professionnel. Autre manifestation parisienne, celle de la CGT, qui avait également appelé à un rassemblement place de la Trinité cet après-midi. 1 millier de femmes et un slogan pour le droit au travail et la dignité des femmes. Si vous voulez connaître vos droits ou vos devoirs dans certains cas concrets, vous pouvez appeler le 634 11 11 à Paris. Yvette Roudy, le ministre des Droits de la Femme, y traite de certains cas précis. Car beaucoup reste à faire, notamment en politique ou dans tous les partis, à commencer par le Parti socialiste. Les femmes n'atteignent pas toujours les quotas impartis. Même phénomène dans les assemblées élues. Ainsi, il n'y a que 3,4% de femmes dans les conseils généraux qui doivent être renouvelés pour partie dimanche prochain. Le journal des cantonales nous entraîne ce soir à Châtellerault, où une femme de choc, Édith Cresson, mène campagne. Bernard Pradino. Une salle de patronage, une trentaine de personnes, un froid à garder son manteau, une rencontre plus qu'un meeting, un ministre en campagne. Je suppose que si vous êtes venu, c'est bon, en particulier parce que vous vous intéressez à la campagne des cantonales, qui n'est jamais quelque chose qui déchaîne des passions. Pour la première fois depuis longtemps à Châtellerault, il n'y aura pas de duel Ablain-Cresson. La création d'un nouveau canton a séparé les adversaires. La campagne électorale du ministre de l'Agriculture est plutôt la campagne d'Édith. Elle connaît tout le monde. On la tutoie au repas des personnes âgées de sa commune, à Thuré. Et l'avantage potentiel de faire partie du gouvernement n'est pas très évident. Je suis le maire de la commune et puis le canton est un canton qui a toujours, depuis longtemps en tout cas, voté très majoritairement à gauche, donc je ne pense pas que ça fasse véritablement une différence. Les gens à Châtellerault sont très intéressés par la politique. Je veux dire, c'est une ville où on réfléchit beaucoup, c'est une ville de gauche, c'est une ville ouvrière. Les gens sont toujours, il y a eu des combats politiques anciens. Les gens sont très intéressés par la dimension politique des problèmes, mais ils posent des questions. Et la plupart des gens qui ont voté en mai 81 pour M. Mitterrand ne s'attendaient pas à ce qui allait leur arriver. Une salle de café, une vingtaine de personnes, un avocat en campagne, c'est l'adversaire d'Édith Cresson. RPR, candidat unique de l'opposition, il dit lui-même que ses chances sont minces, mais il est là pour critiquer le gouvernement socialiste. Il y met très bien des nuances, mais l'auditoire en veut encore plus. Objectif dimanche, compter ses voix. Au plan national, nous voulons compter nos voix. Nous voulons gagner, bien sûr, puisqu'on se présente à une élection pour gagner, mais nous voulons compter nos voix et nous voulons pouvoir apprécier pour la première fois en vraie grandeur depuis juin si l'actuelle majorité a progressé ou si elle a régressé. Et une campagne contre un ministre, c'est difficile ? C'est plus difficile que contre quelqu'un qui ne l'est pas, oui, bien sûr. Bien sûr. Le Parti communiste, de son côté, présente un jeune syndicaliste. Il faut, là encore, compter ses propres voix. Tout le monde se croise sur la place du marché, elle est petite, mais s'il n'y a pas d'incident, c'est à la fois parce que les candidats s'ignorent et parce que les cantonales ne sont pas des élections de passion. Le Conseil général est une institution respectable, y être élu est un objectif sérieux, mais une étape plus importante est déjà en vue,
Et la bataille pour les municipales, l'an prochain, sera sans doute plus active. Près de 400 personnes ont assisté ce matin à Marseille à la levée du corps de René Lucet, l'ancien directeur des caisses d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui s'est suicidé jeudi dernier. Ces obsèques se dérouleront demain à Fontainebleau dans la plus stricte intimité. Le syndicat Force ouvrière de la sécurité sociale appelle ses adhérents à cesser le travail demain après-midi. Réconciliation officielle entre le Parti communiste français et le Parti communiste chinois, brouillé depuis la rupture sino-soviétique il y a 20 ans. Georges Marchais vient d'être invité en Chine. À l'étranger, au Guatemala, les élections d'hier ont atteint une participation record, mais plusieurs partis dénoncent les fraudes. Patricia Coste. Élections au Guatemala. Dans la capitale, précipitation dès l'ouverture des bureaux de vote. Dans ce pays d'Amérique centrale, en pleine guerre civile, les abstentionnistes risquent prison et amende. Argument supplémentaire pour décider les hésitants, la mobilisation de l'armée et de la police tanque à l'appui. Pourtant, près de 40% des citoyens, d'après les chiffres officiels, ne se sont pas rendus aux urnes. Pour le moment, le candidat officiel, le général Guevara, est en tête du dépouillement. Le tribunal de Vérone en état de siège aujourd'hui. 7 membres des Brigades Rouges comparaissent. Ils avaient enlevé le général américain Dozier en janvier. Les voici qui sortent en 2 groupes. Dans le premier, 2 durs. Dans l'autre, 5 repentis qui désavouent leur action passée. L'audience, qui a duré moins d'1 heure, reprendra lundi prochain. Lors de la séance d'aujourd'hui, un des terroristes a affirmé avoir été torturé par la police. Autre procès en Turquie. Derrière les barbelés, dans cette enceinte gardée par l'armée, des membres de l'organisation clandestine d'extrême gauche DevSol sont jugés par un tribunal militaire. 134 d'entre eux sont passibles de la peine de mort. En Turquie, les procès succèdent aux procès et le gouvernement français se dit consterné par l'arrestation la semaine dernière du bâtonnier d'Istanbul à Paydin. Il défendait des syndicalistes. Un mot sur l'avenir de la télévision en France. En plein débat syndical sur le projet de loi sur l'audiovisuel, le sénateur Jean Cluzel a déposé lui aussi une proposition de loi qui vise à créer aussi une haute autorité de l'audiovisuel. Et puis à noter un sondage intéressant publié cette semaine par Télépoche. Une majorité de Français sont favorables à un système à la britannique avec coexistence de chaînes d'État et de chaînes privées et commerciales. Maintenant, parlez-nous du temps, Alain Gillot-Pétré. Eh bien, demain, nous aurons un temps globalement variable, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des endroits où il fera très beau et d'autres où il ne fera pas très beau, pas beau du tout. Mais enfin, globalement, c'est variable. Variable sur l'ouest, le sud-ouest et la Corse, ainsi que sur les montagnes. Il va y avoir un petit passage pluvieux, accompagné peut-être de chutes de neige sur l'ouest, le sud-ouest et les montagnes où il y aura de la neige, surtout sur les versants est du Jura, des Alpes, sur le Massif central et sur les Pyrénées. Sur la Méditerranée, il y aura du beau temps, sauf en Corse. Au nord-est du pays, des brumes le matin, ce qui inclut une bonne partie du bassin parisien, des brumes le matin et puis du soleil l'après-midi. Les températures prévues pour demain par la météo nationale, encore des gelées à l'intérieur, surtout au centre et au nord-est. Ce sont les températures stationnaires, c'est pas bien chaud, c'est même un peu frisquet, de 5 degrés à Balmulhouse jusqu'à 13 degrés à Nice et à Ajaccio, c'est pas extraordinaire comme température, mais enfin on a vu pire. Pour terminer notre éphéméride, demain c'est le mardi 9 mars, 4 minutes de soleil en plus, levé 7h19, couché 18h45. Demain c'est la pleine lune, c'est la fête de Sainte Françoise Romaine, qui est la patronne des veuves. Enfin, puisque j'ai quelques secondes, je voudrais vous signaler pour tous les astronomes que, à partir d'aujourd'hui, pendant quelques jours, la totalité des planètes du système solaire vont être groupées dans un seul cadran. Je vous ai fait un petit croquis vite fait. Voici le soleil, voici la totalité des planètes. D'habitude, elles sont disséminées tout autour. Et bien là, elles sont groupées en pelotons. Ça n'arrive pas très souvent. Je crois que c'est tous les 160 ans. Alors profitez bien en regardant le ciel. À vos lunettes. Voilà. Votre dernier journal avec Hervé Claude à 23h15. Demain midi, Philippe Labro fera son journal en direct du Salon de l'Agriculture. Je vous rappelle les titres de cette édition. Claire Château, la jeune mouniste enlevée
par ses parents justifie sa foi et son adhésion à la secte Moon dans ce journal. Crise ouverte dans la police, le directeur de la PJ démissionne, un acte d'indiscipline selon Gaston Defferre. La journée de la femme célébrée aujourd'hui, autonomie, égalité, dignité, ce sont les 3 objectifs de l'action gouvernementale assignée par le président de la République. Merci d'avoir suivi ce journal. À demain, 20h.